d'équipe par l'agilité comportementale. Nous sommes ravis avec Robert de vous retrouver ou alors pour les nouveaux arrivants, nous vous souhaitons la bienvenue. Donc cette conférence Booster la cohésion et l'efficacité d'équipe par l'agilité comportementale s'inscrit dans notre masterclass agilité comportementale et efficacité collective. C'est la 3e conférence que nous donnons. On en fait une à peu près tous les mois sur des thèmes et des sujets différents. Donc aujourd'hui, bien évidemment, nous allons aborder cette notion, ce concept, en nous appuyant sur l'approche et le modèle ComProfiles développé par Robert Weiss, qui est avec moi aujourd'hui. Avant de commencer, nous aimerions savoir si vous entendez bien. Est-ce que vous pouvez nous indiquer si vous nous entendez sur le chat en bas à droite et si vous voyez les slides aussi? C'est juste pour s'assurer qu'au niveau technique, tout fonctionne. Alors, Agnès, apparemment, oui. OK. Catherine, parfait. Les slides, OK. Tout va bien. Parfait. Merci pour vos retours. Tout a l'air de fonctionner pour tout le monde, en tout cas. Donc, ça, c'est une bonne chose. On va commencer doucement parce que je vois qu'il y a encore des nouveaux qui rentrent dans la salle. Alors, avant d'aborder le sujet de la conférence, on va se présenter rapidement avec Robert. Alors, pour ceux qui ont déjà participé aux conférences précédentes, ça va être de la redite, donc on va essayer d'être assez concis. Pour ma part, je m'appelle Nadège Rouanet, je suis psychologue du travail de formation. J'ai travaillé 17 ans comme responsable carrière dans un grand groupe de la région aixoise. Et avec mon équipe, en fait, on touche à tout ce qui concernait le recrutement, la mobilité interne, le suivi de carrière, la gestion des potentiels, des talents, la fidélisation, tout ce qui touchait au sens large en fait au développement RH parce que c'est vraiment un sujet qui me passionne. Depuis quelques mois, en fait, j'ai créé ma société qui s'appelle Way of Life en tant que psychologue, coach professionnel et consultante. Et j'ai le plaisir de travailler notamment avec Robert et ComProfile sur des sujets variés et sur celui que nous allons aborder aujourd'hui notamment. Robert, je te laisse te présenter. Merci beaucoup, Nadège. Bonjour à tout le monde. Alors, bon, je dirige ComProfile Institute, qui est un institut de formation de formation de professionnels, de l'accompagnement, et qui est aussi un institut de recherche. Des outils que nous avons conçus nous-mêmes. Personnellement, je suis dans la continuité de ma carrière. J'ai été jusqu'à il y a quelques années, professeur d'université. Et bon, en tant que professeur d'université, je faisais de l'enseignement, de la recherche. Et je travaillais beaucoup en entreprise parce que j'étais très attiré par les applications en entreprise. Donc voilà, l'idée, c'est dans les conférences aussi, c'est de vous sensibiliser. Bon, ces conférences ne sont que des sensibilisations, ne sont pas des formations véritables, mais de vous sensibiliser en fait justement à l'approche comme Profiles, qui a une grande homogénéité, vous le verrez, hein, si vous suivez les conférences. Voilà, à tout de suite. Robert, est-ce que tu veux introduire avant qu'on lance le sondage? Est-ce que tu veux donner quelques... Oui, oui, si tu veux, oui, je peux introduire par des idées fondamentales de la communication. Voilà, si chacun d'entre nous rencontre en fait, des difficultés de communication de temps à autre avec certaines personnes, des problèmes relationnels. Quelquefois, si on a des équipes, on a quelques difficultés à mener des équipes ou à asseoir notre leadership. On sait l'importance de la confiance dans une institution, dans toute organisation et dans toute relation. Quelquefois, on peut se dire, tiens, qu'elle n'est pas optimale, etc., etc. Pour toutes ces circonstances-là, nous sommes responsables. On a tendance à penser, quand on est un peu paresseux avec nous-mêmes, que en fait, ça dépend des autres et qu'on a fait tout ce qu'il fallait, mais que ça ne marche pas et que donc on est un peu victime finalement des semi-échecs ou des mésaventures que l'on rencontre. Non, c'est pas vrai. On est responsable. Donc on est responsable et il faut bien l'accepter, parce que si on n'accepte pas, on ne peut pas progresser. Hein, donc c'est la première chose. Et en quoi on est responsable? Puisqu'on parle, tout part de la relation et de la communication interpersonnelle dans les rapports psychologiques, hein, dans la psychologie comportementale.
En fait, on est responsable de la manière dont on approche qu'on a d'approcher l'autre et en fait, très souvent et vous verrez qu'invariablement, c'est pas très souvent, c'est invariablement, dès qu'on a des problèmes que j'évoquais tout à l'heure, vous verrez qu'on est centré sur soi-même et que, en fait, notre vision du monde est tournée vers l'intérieur. Et en fait, ça nous limite complètement, ça nous ferme aux autres. Et pour être ouvert aux autres, eh bien, il faut que notre vision du monde soit ouverte vers l'extérieur et que dans la communication avec quelqu'un d'autre, avec des interlocuteurs, nous donnions la priorité à ces interlocuteurs. Et donner la priorité, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie de les considérer comme des personnes. Alors que très souvent, on les considère comme des objets. Et les objets, qu'est-ce que ça veut dire considérer comme des objets? Ça veut dire que soit ils nous ont indifférents et on n'investit rien, aucune curiosité véritable sur eux-mêmes ou tentative de les comprendre, etc., etc. Quelquefois, on les considère comme des obstacles à notre stratégie. Quelquefois, bon, il peut arriver que on les utilise comme véhicule justement de la réalisation de nos objectifs. En fait, ça, c'est pas considérer l'autre comme une personne. Considérer l'autre comme une personne, c'est la considérer comme on se considère nous-mêmes. Si nous sommes dans une situation, nous pensons à quoi? Nous pensons à nos besoins, personnels, psychologiques ou autres. Nous pensons à nos objectifs que nous voulons réaliser. Nous pensons aux challenges qu'on a à relever. Nous pensons aux difficultés que l'on rencontre dans cette aventure-là. Bon, est-ce qu'on fait la même chose vis-à-vis des personnes qu'on a en face? Pour vraiment les considérer comme des personnes. Si on le fait, tout change. Si on s'intéresse à leurs besoins, à leurs objectifs, à leurs difficultés, et qu'on écoute, qu'on essaie de comprendre et qu'on prend en compte dans la communication avec eux, tout change au niveau de la communication. Donc c'est le point de départ, le point de départ pour moi de tout ce qui est l'adaptation à l'autre, c'est-à-dire l'agilité comportementale, c'est simplement l'adaptation à l'autre ou à des situations que l'on a à gérer. Bon, c'est en fait le fait de s'ouvrir, ouvrir notre vision du monde et avoir un état d'esprit qui donne la priorité à l'autre dans la relation, être centré sur l'autre et non pas sur nous-mêmes, hein, ce qui nous ferme aux autres. Donc voilà ce que je voudrais dire en préambule. Bon, je vous assène ça comme une morale, mais en fait, c'est très, très concret. Après, on peut l'outiller, on peut l'équiper, c'est ce qu'on a travaillé chez Comprofight. On peut en faire quelque chose véritablement qu'on peut travailler de manière systématique et de manière très efficace ensuite. Pour continuer, merci Robert pour cette introduction. Nous aimerions savoir, avant de lancer le sondage d'ailleurs, quelle est votre problématique que vous rencontrez concernant la cohésion, l'efficacité d'équipe? Quelle est votre activité et en quoi ce sujet vous pose problème ou vous intéresse en tout cas pour participer à cette conférence? Je vous invite à le noter dans le chat. Ça nous permettra en fait de pouvoir répondre peut-être à certaines interrogations tout le long de notre conférence. Intérêt pour de futurs enjeux de manager. Oui, on a beaucoup de personnes qui sont en situation de management, hein, qui font ces formations agilité comportementale et leadership pour évoluer managérialement, pour avoir conscience de ce qui se joue dans les relations et comme disait Robert, être conscient qu'on est responsable dans la qualité de nos relations. Rebondir face à des situations complexes. Ok, adaptabilité, agilité comportementale. Comment être plus agile? Vous êtes au bon endroit. Mieux gérer l'onboarding et les débuts de projet. Ok. Améliorer mon management. D'accord. Intérêt pour faire émerger le capital humain dans les équipes. D'accord. Obtenir plus d'outils pour s'adapter et permettre une efficience d'équipe. Annelise veut développer son essence d'échange avec ses candidats en cours de recrutement. Régénérer une cohésion. D'accord. Robert, est-ce que tu as des commentaires par rapport à ces différents retours, peut-être Je pense rapidement? que les différents retours, si on les prend un par un, Mmh. ils sont en fait une parfaite illustration de à quoi sert la rigidité comportementale. Donc on est un peu je réponds comme de manière tautologique, hein, on vous demande pourquoi vous êtes et je vous dis, bon, ben, c'est à ça que sert l'agilité comportementale, c'est exactement ça. On est au cœur du sujet.
c'est vrai que en fait, on va parler de notions de comment on gère le stress, de notions de ce qu'on appelle, nous, chez Comprofite, la survie et la croissance. Et on va voir que la croissance est au cœur de l'agilité comportementale. C'est vraiment le noyau, c'est ce qui fonde l'agilité comportementale. Et en fait, la croissance fait à lorsqu'on arrive à être en croissance avec quelqu'un d'autre ou lorsqu'on arrive à accompagner quelqu'un depuis la survie vers la croissance, à ce moment-là, on lui fait récupérer ses talents, on lui fait récupérer ses compétences, etc., etc. Donc, ce que est évidemment l'ouverture qu'il peut avoir par rapport aux autres. Donc, si on parle de comment on arrive à rendre une équipe efficiente, eh ben, c'est l'objectif. Hein. Si on se dit, tiens, je veux augmenter ma propre présence dans un recrutement, ben, c'est comme ça qu'on va pouvoir avoir un peu mieux l'émergence de ce qu'est la personne en face et tout ça. Si on va sur améliorer mon management, ben, c'est management au cœur du management, c'est l'équipe et puis le traitement des individus en face de soi et faire émerger le capital humain. Je suis désolé, mais c'est des manières différentes de dire la même chose. On s'aperçoit que chacun d'entre nous, selon qu'il est en croissance ou en survie, je vais définir ces notions-là, en fait, soit en fait, est capable d'exprimer ses talents, ses compétences, ses ressources, et de donner de l'énergie aux autres, soit se referme sur lui-même et devient quelqu'un qui est défensif, protecteur de son énergie et tout ça. Et en fait, en se fermant aux autres, en fait, plus rien n'est possible. Donc, on n'aura pas le temps de voir de quelle manière on le fait. Peut-être qu'on reprendra quelques exemples, parce que ça, c'est dans les formations qu'on fait ça, mais on va véritablement expliciter tout ça pour que, j'espère que ce soit très clair pour vous. Alors, on commence avec ce petit sondage. D'après vous, que faisons-nous lorsque nous communiquons avec une autre personne? Je vous invite à indiquer le ou les numéros que vous pensez pour vous, hein, juste, dans le chat. Donc, 1, nous échangeons des points de vue, des opinions. 2, nous partageons des émotions, des sentiments. 3, nous donnons et recevons de l'information. 4, nous découvrons l'autre. 5, nous donnons à l'autre une idée de nous-mêmes. Donc, pour l'instant, on a du 1, 2, 3, 4, 5, la totale. Patrice Ponzin a écrit 2 et 4. Tous. 3 et 4. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on a quand même un maximum, Robert, de tout ça. Hein. Ben, on a un public éclairé. Oui. En fait, on fait tout ça. On fait tout ça. Mais essayons d'aller un tout petit peu au-delà de ça. C'est-à-dire qu'on est tous d'accord qu'on fait tout ça. Quand on communique, c'est vrai qu'on exprime des points de vue, des sentiments, des émotions, on partage tout ça et on échange par rapport à tout ça. Et reste cependant qu'avec certaines personnes, ça se passe plus ou moins bien, tout en faisant tout ça. Dans certains cas, tout le monde a connu des situations où, en fait, un contact extrêmement rapide avec quelqu'un nous remplit d'enthousiasme, nous donne envie de continuer la relation avec l'autre. Bon, on nous remplit d'optimisme dans ce qu'on pourrait faire avec l'autre personne, des choses comme ça. Tout le monde a aussi connu des interactions où en quelques minutes, en fait, on se sent épuisé et on a envie simplement de s'enfuir et de terminer la conversation à ce moment-là sans blesser l'autre personne. Bon, donc, en fait, on voit bien que avec tout ça, ce qui est très juste, hein, 1, 2, 3, 4, 5, bon, il se joue autre chose. Il se joue un autre échange. Il se joue un autre partage. Et c'est cet échange, ce qu'on partage et ce qu'on échange, c'est ce qu'on appelle, bon, dans le langage courant, l'énergie. Dans le langage des chercheurs, on appelle ça l'énergie émotionnelle. Hein, parce que c'est ramifié aux émotions et on va voir de quelle manière c'est ramifié aux émotions, où ça inclut les émotions. Et donc, c'est l'énergie qui, en fait, qui est l'enjeu de la communication. Une communication qui se passe bien, c'est une communication qui échange l'énergie. Alors, ce qui est assez extraordinaire dans l'énergie, c'est-à-dire que c'est un partage qui est particulier. Parce que souvent, quand on échange quelque chose et tout ça, on donne à l'autre et puis on se démunit de quelque chose. En fait, dans le partage d'énergie,
et dans l'échange d'énergie, quand on donne de l'énergie à l'autre, on s'aperçoit que très rapidement, soit par des mécanismes internes à nous-mêmes, soit par simplement l'échange avec l'autre, en fait, on a plus d'énergie après avoir donné de l'énergie à l'autre. Et c'est vrai pour l'autre aussi. Donc, l'échange d'énergie, qui est la quintessence de la communication, a cet effet absolument miraculeux qu'en donnant, on s'enrichit. En donnant, on en a plus. Et bon, et si on n'en donne pas, on s'aperçoit qu'on s'appauvrit complètement. C'est un peu, c'est un échange, c'est que, en fait, c'est une économie qui se met en place, l'économie énergétique. Mais elle a cette différence avec les autres économies. En fait, cette différence, c'est que le fait de donner nous enrichit et le fait de ne pas donner nous appauvrit. Alors, qu'est-ce que c'est que finalement, où est l'origine de l'énergie que l'on partage et que l'on échange avec les autres? En fait, on s'aperçoit que essentiellement, c'est l'énergie, la génération d'énergie pour chacun d'entre nous, est en correspondance extrêmement étroite, directe avec la satisfaction de nos besoins et la perte d'énergie avec l'insatisfaction de nos besoins. Vous savez très bien, vous tous, tout le monde sait ça, que quand on est en relation avec quelqu'un, il suffit quelquefois d'un regard pour soit nous vider complètement, soit au contraire nous mettre en joie. Il suffit d'un mot pour ça. Et en fait, de quoi on se vide? De quoi on se remplit? On se remplit d'énergie émotionnelle. Et donc, si on veut comprendre comment ça se passe entre nous, il faut inclure les besoins psychologiques, et notamment pour chacun d'entre nous, nos besoins psychologiques prédominants. Et c'est ça qui va, la satisfaction de nos besoins biologiques va générer de l'énergie pour nous, et c'est cette énergie qu'on échange et qui nourrit l'autre, parce qu'avec cette énergie, qu'est-ce qu'on va faire? On va nourrir les besoins de l'autre. Et il va y avoir un mécanisme dont on n'est pas conscient. Quand la communication se passe bien, en fait, eh ben, ça se passe bien et on se sent bien. Pourquoi? Parce que chacun donne l'énergie à l'autre. Alors, on peut aller plus loin, c'est peut-être Oui. sur le et se dire, tiens, oui, alors, il se peut quelquefois, et donc, on ait un sentiment dans, je veux dire, dans ce sentiment, cette sensation que l'on a d'avoir l'énergie pour faire les choses, on peut avoir l'impression qu'on manque d'énergie pour faire quelque chose, pour assumer une situation. Et en fait, ça, c'est intéressant parce qu'on se demande qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe quand on manque d'énergie? Ou alors on a la crainte de perdre de l'énergie. En fait, ce sentiment-là, qui est cette perception que l'on a d'un manque ou de menace de perte d'énergie, en fait, la résultante de ça, c'est quelque chose qu'on connaît très très bien, auquel on fait référence à longueur de journée. En fait, ça s'appelle le stress. Ça s'appelle le stress. Et alors, bon, regardons les mécanismes qui sont là en jeu. C'est-à-dire, peut-être je peux donner un exemple, c'est très simple. Supposons que on soit ensemble avec Nadège, mettons qu'on soit dans le même bureau, en quelque sorte. Et Nadège vient me voir et me dit, Robert, il y a un monsieur qui veut te voir, et c'est monsieur Untel. Monsieur Untel veut te voir. Et je lui dis, attends, je me sens pas de voir un tel aujourd'hui, là. Ou alors, Nadège vient me voir, il me dit, il y a un monsieur qui veut te voir, c'est monsieur un tel. Je lui dis, non, attends, si je vois un maintenant, ça me fout en l'air la journée. Vous regardez qu'est-ce que je suis en train de dire. Soit je me sens pas de voir un tel, ça veut dire que j'ai un déficit de ressources. C'est-à-dire que pour gérer harmonieusement et efficacement la relation avec un tel, en fait, j'ai besoin de mobiliser un niveau d'énergie que je ne me sens pas capable de mobiliser au moment où ça se passe. Donc, j'ai comme le sentiment d'un déficit d'énergie. Ou alors, je dis, si je vois un tel, ça va me foutre en l'air la journée. Et qu'est-ce que je suis en train de dire? J'ai une menace de perte d'énergie. Ça va m'entraîner un déficit énergétique. Ensuite, c'est-à-dire que c'est ça que je suis en train de dire. Et en fait, qu'est-ce qui peut se faire dans un cas comme dans l'autre?
j'ai le sentiment d'un manque d'énergie, d'un déficit énergétique, j'ai le sentiment d'une menace de perte d'énergie. Il se met en place en fait, un fonctionnement automatique à l'intérieur de moi, un fonctionnement automatique, un fonctionnement défensif de protection de mes réserves d'énergie. C'est pas une décision, Robert, on c'est pas t'entend pas quelque bien. chose qui est Robert, conscient. ça coupe. On t'entend très mal. Mmh. Est-ce peut-être coupe Attends, la je vidéo? sais pas, Oui, on t'entend très mal, je Robert. coupe la vidéo. Peut-être coupe la vidéo pour qu'on t'entende mieux. Oui, petit problème de son. Vous m'entendez, moi, de mon côté? Je pense Est-ce que qu'on là, a vous perdu m'entendez? Robert. Est-ce Oui, que vous on m'entendez? t'entend, Robert. Oui, 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 c'est bon. alors, donc, en fait, ce qu'il y a, c'est que se met en place un mécanisme très simple, naturel, automatique, qui est répétitif, qu'on connaît très, très bien. Et ce mécanisme, c'est un mécanisme de protection de nos réserves énergétiques. Quand on ne se sent pas capable de le mobiliser, en fait, on se préserve l'énergie que l'on a, et on se défend de l'autre, des autres, ou des situations même, de Mmh. telle sorte qu'on n'en perde pas. Et donc, il y a ce mouvement naturel que tout le monde connaît et qui ne passe pas par notre décision et qui ne passe pas par notre conscience. C'est un mécanisme interne, gouverné par des peurs internes, qui, au moment de l'action, en fait, ces peurs, nous n'en sommes pas conscients. Et ça, ce mécanisme-là, on appelle ça la survie. Parce que, en fait, ce mécanisme va générer des comportements qui sont des comportements qui révèlent le fait que je suis centré sur moi-même et non pas ouvert à l'autre, qui font que je vois l'autre comme une menace de perte ou un ennemi ou quoi que ce soit, ou un emmerdeur ou ce Mmh. que vous voulez, hein, et qui fait que je me coupe par rapport à lui. Alors que si il se peut se faire aussi que en fait, je prenne conscience de cette situation et de la situation de stress et que en étant sous stress, je prenne la décision de me dire: «Je vais investir de l'énergie dans la qualité de la relation». La relation à monsieur untel est difficile, la relation pour gérer cette situation est difficile. Je vais mobiliser mon énergie pour la rendre plus facile, pour la rendre possible. Et donc, à ce moment-là, on fait un pari. On fait un pari comme tout investisseur, en quelque sorte. On Mmh. décide, on fait le pari d'investir de l'énergie pour obtenir en retour, en fait, une amélioration de relation. Mmh. C'est ça qu'on est en train de faire. Bon, et évidemment, ces deux stratégies sont complètement différentes. Et elles peuvent venir simultanément. C'est-à-dire que il vient ce réflexe qui est automatique, qui est interne, géré par des peurs internes, et puis il peut venir ce réflexe qui est, vous m'entendez là? Oui, oui, on t'entend, Bon, Robert. parce que j'ai des avertissements sur l'écran qui me disent que voilà, il peut venir cette décision de ce pari, cette décision d'investir dans la qualité de la relation avec l'autre, de me centrer sur l'autre et de lui donner de l'énergie pour arriver à améliorer la relation avec lui. Ça, on appelle ça Mmh. la croissance. Mmh. Et donc, vous voyez que, en fait, dans un cas en survie, nous devenons défensifs, nous devenons protecteurs de notre énergie, nous devenons avares de notre énergie. Et comme étant avares de notre énergie, qu'est-ce qui se passe? Regardez, en survie, Oui. on n'est pas capable de mobiliser assez de capital émotionnel, assez d'énergie émotionnelle. Euh, donc, on n'a pas à notre disposition assez d'énergie. On tombe dans ces mécanismes de survie. Protection, défense, avarice de notre énergie. C'est un Les cercle échanges, vicieux un peu, Robert, le schéma là, les de la survie. on voit bien que les échanges ne sont pas satisfaisants. Je ne vais pas nourrir les besoins de l'autre. Et comme je n'échange plus d'énergie avec l'autre, je lui donne pas d'énergie, il va pas m'en donner, à part exception. Et ce qui fait que, en fait, le manque que j'avais au départ est accentué à l'arrivée. La survie, en fait, est un cercle vicieux dans lequel Mmh. on tombe, qui s'impose à nous, qui est plus forte que nous. Les comportements associés à la survie sont plus forts que nous, et en fait, on perd de l'énergie dans la survie. Alors qu'on peut aller en croissance. Et en Attends, et fait, le si risque, Robert, c'est peut-être aussi, non, d'entraîner l'autre dans ta survie? Est-ce que ça, c'est Bien un des sûr, risques?
En fait, la quintessence, hein, de la communication interpersonnelle, c'est l'échange d'énergie. À partir du moment où j'en donne plus, on ne va plus m'en donner. En fait, on est en train de pourrir la communication avec l'autre. Et on s'aperçoit très bien que, alors que ces mécanismes de protection et de défense nous font penser que, en fait, on pourrait être victime de l'autre et qu'il y a un prédateur Mmh. d'énergie, celui qui vient nous voler l'énergie. En fait, l'attitude que l'on a, en fait, est une attitude de collusion avec l'autre pour justement générer des comportements qui vont me coûter de l'énergie. Donc, c'est là qu'on est responsable. Dans la survie. Alors, on est responsable, vous allez me dire, mais si c'est un comportement automatique, on n'y peut rien. Non, on n'y peut rien, oui, oui, c'est ça. Mais ce qu'on peut faire, c'est de ne pas donner, de bloquer ce type de comportement, parce que au moment où on peut en avoir le temps, et de passer dans un comportement qui est un comportement de croissance pour justement mobiliser notre énergie. Mais plus encore même, c'est que si on sait qu'une relation peut être difficile, on va mobiliser de l'énergie pour en donner à l'autre, de telle sorte qu'il n'ait pas besoin de venir nous envoler en survie et de déclencher peut-être de la survie chez nous, mais au contraire, on va lui en donner en croissance. Pourquoi nous envolerait-il si, je veux dire, s'il il la reçoit? Donc là, en croissance, on est capable de mobiliser de l'énergie, donc à la fois pour faire face aux situations, pour gérer la relation, nourrir les besoins des autres personnes, et on passe donc en croissance relationnelle. La croissance relationnelle est fondée sur quoi? Elle est fondée sur un truc simple. Je donne la priorité à l'autre dans la relation, ça c'est le premier point, et d'autre part, je vais lui donner de l'énergie parce que je vais essayer de comprendre ses besoins, ses objectifs, ses difficultés, et je vais en tenir compte dans la relation. Et donc, c'est ça qui est majeur dans la relation de croissance. Je considère l'autre comme une personne, je lui donne la priorité dans la relation, au lieu d'être centré sur moi-même et de me Mmh. fermer à l'autre. Les échanges sont de meilleure qualité, puisque la démarche, c'est de nourrir les besoins. Il y a une satisfaction appropriée des besoins. En général, si je donne de l'énergie à l'autre, en général, il va m'en donner en retour. Quelquefois pas sur l'instant, quelquefois c'est un peu plus tard, mais ça va venir la plupart du temps. Et en fait, mon capital émotionnel est renforcé de la même manière que le capital émotionnel de l'autre est renforcé. Donc, on est en train de rentrer dans quelque chose qui augmente les relations, fait tomber la méfiance, fait tomber les mécanismes de défense, augmente la confiance entre les deux parties qui sont en relation et leur capacité de coopération et de collaboration. C'est l'essence même du travail d'équipe. C'est l'essence de la cohésion à l'intérieur d'un groupe. C'est l'essence de l'efficacité collective qu'on est en train de constituer. Donc la croissance, cette aptitude à mettre concrètement, à mobiliser l'énergie émotionnelle, à être en croissance soi-même et à donner les moyens à l'autre, accompagner l'autre pour qu'il soit en croissance, en fait, c'est la base de tout. Alors, tout ça, on peut l'outiller, hein, bien sûr. Mmh. C'est-à-dire, et bon, chez Comprofile, c'est ce qu'on a fait, c'est que, en fait, c'est que véritablement, on essaie d'outiller ça dans les formations, de dire, mais comment on va faire? Alors, on l'outille de différentes manières. D'abord, en s'appuyant sur une typologie comportementale. Bon, Comprofile, c'est aussi une méthode de profiling. Et les profils, là où c'est intéressant, les profils, c'est quand on les utilise comme système d'information, comme outil pour justement savoir de quelle manière on peut s'adapter à l'autre, donner de l'énergie à l'autre, l'accompagner de la survie vers la croissance. Et c'est bon, c'est vraiment là où j'ai le plus travaillé, moi, personnellement. Et puis, bon, ces dernières années, j'ai développé des applications. C'est comment, en fait, on arrive à optimiser les systèmes relationnels entre les personnes. Et donc, c'est d'autres outils qui sont là. De la même manière que, bon, on regarde comment optimiser la cohésion et l'efficacité d'une équipe.
C'est d'autres outils qui sont en jeu. Mais je ne vais pas parler des outils là, parce que Non, ça nous par prend contre, ce qu'on peut rajouter, Robert, c'est que si les personnes sont intéressées pour qu'on parle avec eux de nos outils, vous avez un bouton en haut de l'écran, il y a une ligne prendre rendez-vous qui est verte avec un bouton cliquez ici. Vous pouvez cliquer dessus et prendre un rendez-vous. Vous avez accès au calendrier de Robert et de son équipe, hein, et on aura une discussion par téléphone avec vous d'1 heure pour échanger notamment sur nos outils si cela vous intéresse. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous sur le bouton en haut rouge, cliquez ici. Je te laisse continuer, Robert, oui. pardon. Alors, si on peut faire Oui, évoluer les slides, là, oui. parce que ça, bon, c'est, voilà, voilà ce qui se passe. Alors, on sent bien que ce qui se joue en croissance et en survie, les, les expressions sont à la fois liées, aux besoins psychologiques, c'est l'essence, Mmh. mais vont en survie, en fait, les expressions émotionnelles vont être des expressions émotionnelles qui ne vont pas être appropriées. C'est-à-dire que la survie influence complètement l'expression émotionnelle. Alors, si on en vient sur l'essence même de l'intelligence émotionnelle, elle a deux volets très clairs. L'un, c'est vers moi, je prends conscience de mes émotions. Bon, une émotion, c'est fait pour être exprimé. Mais je comprends tout de suite de quelle manière, en fait, l'impact que mon expression de l'émotion va avoir sur les autres. Et en fonction de l'impact que je vais avoir sur les autres, dans un contexte donné, je vais réguler l'expression de mon émotion pour qu'elle soit appropriée par rapport au contexte et appropriée par rapport à la relation que je vais avoir avec l'autre. On fait tout le temps attention à ces choses-là, et c'est quand on gère les choses de manière appropriée, à ce moment-là, l'expression émotionnelle est appropriée, elle est fonctionnelle et elle révèle la fonction de l'émotion. Toute émotion, qui est un mécanisme naturel, somatique, en même temps qu'il est émotionnel, je veux dire, a une fonction très précise qui nous permet de gérer, à la fois d'exprimer un certain nombre de choses, mais de gérer tout un ensemble de situations. Ça, c'est à notre niveau personnel. Et on sait très bien on va le voir, qu'on est menacé par quoi? Non pas par l'émotion, par la manière d'exprimer l'émotion. Et cette manière peut-être qu'on peut prendre l'autre slide, Oui. le truc, et puis on reviendra à celle-là. Il y a marqué, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous voyez qu'il y a toutes les fonctions des émotions, des grandes émotions, des 4 émotions fondamentales. Bon, la peur, c'est une protection, la colère, c'est l'imitation de l'autre, la tristesse, c'est la gestion de la perte, la joie, c'est l'expression d'un contentement, et beaucoup d'autres choses. On peut faire d'autres commentaires, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. La Mmh. fonction de l'émotion, on en a tout le temps besoin. Ce qu'il y a, c'est que, et ce qui est en rouge, c'est que l'expression peut être dysfonctionnelle. Et dès qu'on est en survie, en fait, les expressions sont dysfonctionnelles. Et soit par excès dans l'expression de l'émotion, hein, de la colère, on va à l'agressivité, à la violence, etc. De la peur, on va vers des formes de passivité, de paralysie et des choses comme ça. C'est soit par l'excès ou par la non-expression des émotions. C'est ça qui se passe. Alors, si on revient maintenant, si on prend l'autre aspect de l'intelligence émotionnelle qui est vraiment, vraiment, vraiment très important, c'est que il faut qu'on gère nos propres expressions émotionnelles et qu'on mesure l'impact et qu'on régule l'expression émotionnelle, mais il va falloir que l'on accompagne l'autre pour faire la même chose. Or, quand est-ce qu'on va avoir besoin de le faire? Non pas quand l'autre est en croissance. Quand l'autre est en croissance, il y a toutes les chances qu'il exprime l'émotion de manière appropriée. Mais quand il est en survie, en fait, eh bien justement, soit la personne en face va, par abstention ou par excès, va exprimer de manière inappropriée ses émotions. Donc, la première chose vis-à-vis de l'autre, c'est d'être conscient de ça, c'est-à-dire d'être conscient de l'émotion que l'autre voudrait exprimer et comment elle est connectée au contexte et à ce qu'éprouve la personne, et bon, et notamment à ses besoins psychologiques. Et donc, on va être conscient de ça, comprendre que dans l'expression inappropriée, en fait, c'est malgré elle que la personne exprime l'émotion de manière inappropriée.
C'est-à-dire qu'elle est en train je veux dire, bon, la colère est sans doute le plus spectaculaire et le plus explicite. Tout d'un coup, la personne devient très agressive, tout d'un coup, la personne devient de mauvaise foi, tout d'un coup, la personne ne tolère plus d'écouter l'autre ou d'envisager que l'autre pourrait avoir raison pour quelque chose. Et à ce moment-là, mais en fait, tout ça, c'est quoi? Chaque fois que quelqu'un est en survie, chaque fois que quelqu'un exprime l'émotion de manière complètement inappropriée lorsqu'il est en survie, il faut comprendre que c'est un appel à l'aide. Il faut comprendre que la personne est démunie dans ce qu'elle éprouve. Et que donc, c'est là qu'on va l'aider. C'est là qu'on peut l'accompagner. En comprenant ça, il va falloir l'accompagner. Une des meilleures choses qu'on peut faire, c'est lui donner l'énergie pour qu'elle n'ait pas recours, justement, qu'elle puisse sortir de la survie, mais aussi lui faire comprendre, en fait, la genèse de son émotion. Quand quelqu'un est dans le mécanisme émotionnel, très souvent, il ne comprend pas exactement pourquoi. Mais si on l'aide, très rapidement, il l'exprime. Et à partir du moment où il exprime le pourquoi, c'est assez facile de l'accompagner. Soit il va trouver lui-même directement, soit c'est assez facile de l'accompagner. Dans quoi? Eh bien, dans une expression appropriée de l'émotion authentique de départ. Et donc, c'est là que, en fait, l'impact est très, très fort. Et c'est là la quintessence de l'intelligence émotionnelle à l'intérieur de l'agilité comportementale. Ce n'est qu'une catégorie de l'agilité comportementale. On s'aperçoit qu'il se joue de l'énergie émotionnelle, ok, pour faire sortir la personne de la survie. Et si la personne est en survie, il va falloir l'accompagner pour que de la survie, elle aille en croissance et elle puisse exprimer ses émotions de manière appropriée. Donc, ce qu'on apprend, c'est à faire ça. Comment on s'adapte au comportement de nos interlocuteurs, comment on nourrit leurs besoins psychologiques, comment on les aide, on les accompagne dans la gestion de leurs émotions. Hein, alors peut-être qu'on pourrait donner, il faudrait que je donne un exemple, parce que j'ai Oui. tendance à parler Mmh. à parler de manière un peu conceptuelle. On peut parler de Marcus, par exemple, ça peut être intéressant, je Oui, pense. alors Marcus, si tu veux, parce que j'en ai parlé dans l'article qui introduisait Oui. les trucs. Bon, en fait, Marcus était je veux dire, comme on trouve souvent à la tête de partie des entreprises ou au sommet des entreprises, lui, il était au sommet d'une grande entreprise internationale. Et j'étais en position, moi, en fait, d'être le facilitateur du comité de direction. Et disons que, bon, j'étais souvent en position, je pouvais être en position d'accompagnement de son comité de direction, mais quelquefois de lui aussi. Bon, et Marcus était un surdoué, était un garçon à qui tout avait réussi, une intelligence très vive, bon, une extraordinaire rapidité d'association, de réactivité. Mais en fait, il était à la fois conscient il était conscient de sa supériorité sur les autres, au point de vue de la rapidité et de l'intelligence. Et très souvent, qu'est-ce qui se passait? Eh ben, il en abusait. Et il n'était pas seulement critique vis-à-vis des gens, mais quelquefois, ça l'a mené à humilier ses interlocuteurs en prenant l'avantage sur eux, en jouant à la fois de son intelligence et de son statut. Et tout le monde le considérait comme un tueur, en quelque sorte. Hein. C'était un PDG killer, en quelque sorte. Hein. Bon, là, dans cette occasion, très rapidement, j'avais accompagné son comité de direction. Et bon, le comité de direction travaillait avec des équipes qui étaient sous eux, parce que c'était que des directeurs, où il y avait en fait tout un travail fondamental qui avait été fait qui devait amener à l'allocation des ressources de l'entreprise sur les investissements industriels, etc., etc. Je ne rentre pas dans le détail, mais en fait, le travail qu'avait fait de manière extrêmement, la coproduction que les directeurs avaient fait avec leurs équipes, aboutissait à des conclusions et en fait, il se doutait que ces conclusions étaient contraires à ce que pensait Marcus. C'est-à-dire que les décisions d'investissement sur lesquelles avait statué Marcus, eh bien, ils allaient peut-être se trouver en contradiction, le comité de direction, avec le PDG. Bon, ce qui Donc était très pas délicat pour eux comme situation peut-être délicat à pour eux. harmoniser. Et comme Marcus était un PDG killer, eh ben, tout le monde mourait de peur. Ah oui. Personne n'osait dire. Alors, moi, je me souviens, j'avais incité, notamment son numéro 2, qui était directeur
opérationnel, de lui dire, de le sensibiliser. En fait, rien ne se passait. Et toute l'équipe devait présenter les travaux faits au cours des 6 derniers mois ou de la dernière année à Marcus dans une réunion, bon, longue, hein, journée complète de présentation et tout ça. Et en fait, je me suis dit, bon, ça va être un carnage. Et tout le monde pensait que ça allait être un carnage. Et en fait, j'ai pris l'initiative puisque, en fait, les subordonnés directs, les direct reports ne voulaient pas intervenir ou le solliciter ou lui expliquer. J'ai pris l'initiative de lui expliquer, de lui dire que les gens avaient très très bien travaillé, qu'ils étaient un peu anxieux parce qu'ils avaient un respect extrêmement haut de sa personne, qu'il est considéré comme un PDG formidablement doué, intelligent, etc., etc. Je lui dis la vérité, en fait, hein, mais en lui donnant de l'énergie par rapport à ça, en fait, si vous comprenez bien, il n'avait plus à envoler aux autres en les mettant plus bas que terre. Il n'avait pas besoin de le faire. J'ai joué cette carte-là. Et en fait, tout le monde a été complètement sidéré de voir Marcus sous un jour différent de ce qu'il était d'habitude. En fait, dans toute la journée, il s'est comporté de manière constructive. Je lui ai dit, vous avez une équipe formidable, elle a tellement travaillé, elle est tellement engagée, encouragez-les, peut-être que vous serez en désaccord, mais à ce moment-là, dites que vous êtes en désaccord et qu'il y a un travail complémentaire à faire ou des choses de ce genre. Je crois que vous allez augmenter encore la motivation des gens. Et bon, c'est ce qui s'est passé. En fait, bon, c'était un discours simple. Le discours simple l'a touché et a été efficace. Donc, vous voyez que souvent, on se dit, on ne peut pas travailler avec telle personne parce qu'elle est en survie et tout. Mais non, ce n'est pas vrai. Tout le monde est en survie. Vous êtes en survie, moi aussi je suis en survie à l'occasion. Et donc, il faut voir d'où vient la survie. Et donc, comment traiter ça? Comment traiter le niveau énergétique de la personne? Comment traiter, gérer les émotions de l'autre lorsque ces émotions pourraient ou soit s'exprimer de manière inappropriée, soit pourraient s'exprimer de manière inappropriée. Donc, voilà tout ce qu'on peut dire sur cet exemple. Et vous voyez bien ce que ça entraîne, hein, c'est-à-dire qu'on est en train de construire la confiance quand on est en croissance. Et c'est ça qui fait qu'on échange de l'énergie sans compter, parce qu'on sait qu'on va en recevoir en retour d'une manière ou d'une autre, à un moment ou à un autre. Et on sait qu'on va être gagnant. Notre expérience à tous nous montre que quand on est en croissance, en fait, on sort gagnant. On a quelquefois l'impression de donner de l'énergie et ne pas avoir un retour, mais c'est simplement que le retour, il n'est pas direct à la seconde près. C'est quelquefois, il vient plus tard. Hein, mais de toute manière, ce qu'on reçoit en retour, en général, est bien plus que ce qu'on a donné initialement. Et donc, ça veut dire que lorsqu'on est en croissance, on, on prend le pari de faire confiance à l'autre, on prend le pari de nous faire confiance à nous comme étant capable de justement d'améliorer la relation avec l'autre. On fait le pari que l'autre, qui peut être en survie à certains moments, peut évidemment sera en croissance à d'autres moments et qu'on peut construire la relation avec lui de telle sorte qu'ils sont en croissance. Donc, c'est en fait, le point de départ, c'est la confiance dans la relation. Et c'est ça qu'on doit construire. C'est ça qui fait l'efficacité des entreprises. C'est ça qui augmente le bien-être qu'on a à travailler en entreprise, qui augmente la cohésion des gens les uns par rapport aux autres. Donc, c'est ce qu'on est en train de construire. Voilà ce que je voudrais dire, c'est que l'agilité comportementale, au cœur, c'est la croissance. Et en fait, l'agilité comportementale, c'est vraiment l'élément de base sur lequel on va construire des équipes qui sont agiles, des équipes qui sont efficaces, des équipes qui sont cohésives. Hein, et toutes les autres formes d'agilité organisationnelle ou l'agilité stratégique procèdent de l'agilité comportementale. Ce sont des hommes qui les construisent et des hommes en interrelation. Alors peut-être que... Oui, en fait, ce qui me semble important dans ce que tu dis quand même, c'est que on peut prendre la décision en fait de jouer la carte de la croissance. De donner la priorité à l'autre, à ce que je comprends hein, dans l'interaction, de notre responsabilité aussi à choisir d'investir ou de ne pas investir dans la qualité de la relation qu'on va avoir. Donc, c'est vrai que moi, ce qui m'a marqué quand j'ai suivi, parce que
pour ma part, en 2016, hein, j'ai suivi la formation ACL de Robert dans mes anciennes fonctions de. On en est conscient au moment où ça se passe, où ça se joue. On le sait très bien qu'on va monter en tension et qu'on va dans la survie et dans les conflits, et on se connaît très bien les conséquences que vont avoir ces interactions. Si on choisit la croissance, même si la personne n'y répond pas positivement immédiatement, moi je me suis rendu compte, parce que depuis, je l'ai mis en pratique, hein, dans ma vie personnelle et professionnelle, on se rend compte que déjà ça nous fait du bien à nous-mêmes. On est moins en tension de façon interne, on essaie d'aller vers le positif, et forcément, ça peut avoir que des bienfaits collatéraux avec la personne avec qui on est en interaction. Si je peux me permettre, de ce constat, comme je gérais aussi les formations de nos hauts potentiels, on a demandé à Robert, en fait, d'intervenir dans le cadre de la formation de nos hauts potentiels, et qui continue à intervenir dans cette entreprise-là. C'est des formations de 2 jours qu'il donne sur l'agilité comportementale et le leadership. Notre choix, c'était de donner les clés à nos hauts potentiels pour qu'ils puissent les utiliser au quotidien dans leur management, qu'ils puissent les utiliser avec leurs relations clients, qu'ils puissent l'utiliser avec leur homologue, avec leur hiérarchie. Choisir la croissance. Mais pour ça, il faut en avoir conscience. Et je pense que outiller nos managers sur l'agilité comportementale, c'est quelque chose qui va être précieux derrière sur l'efficacité et la cohésion de l'équipe. Robert, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose par Oui, rapport à ça, non, mais c'est c'est bon, ça vraiment fait une. allusion à l'entreprise dans laquelle on s'est rencontrés, hein, pour la première fois. Tout à Et fait, exactement. oui, je pense, ça doit être 300 cadres et directeurs qu'on a passés là, hein, je crois. Facilement, oui, oui, facilement, oui. Ah, mais peut-être plus que ça. Oui, même beaucoup plus que ça, en fait. Oui, je pense, oui. Comme c'est une grande entreprise, c'est beaucoup plus, c'est plutôt le double, hein, qu'on a Mmh formé, mh. et ça continue. C'est bon, disons, une base de développement des gens. Mmh mh. Bon, c'est évidemment que ça sert, mais en fait, tout le monde le ressent. C'est tellement simple, parce qu'on a tous expérimenté la croissance, on a tous expérimenté la survie. On voit bien que quand on est en croissance, on se sent mieux, que ce soit au travail ou que ce soit chez soi, hein, dans sa vie privée. Et que la survie nous bouffe l'énergie. Mmh. Tout le monde s'en aperçoit. Donc, bon, c'est assez intéressant, parce que quand on équipe ça, quand on outille ça, quand les gens savent quoi faire, ah, ça leur donne des moyens, justement, de finalement beaucoup mieux gérer leur énergie, ou voilà, que s'ils n'avaient pas ça. Alors, je retourne aux On a une questions. on a une question, Robert, où on nous demande Oui. quelles clés, en fait, pour sortir quelqu'un de la survie, quelles seraient les clés? En fait, si Rapidement, hein, on parce répond de qu'il manière nous reste un générale, peu. il y a 3 clés. 2, je les ai évoquées déjà. Un, c'est donner de l'énergie à l'autre. Mmh mh. Bon, ça veut dire qu'on s'est intéressé à l'autre et qu'on a compris quels étaient ses besoins, et qu'on satisfait ses besoins pour lui donner de l'énergie émotionnelle. Ce qui fait que cette personne n'a pas besoin de se protéger, n'a pas besoin d'être défensif, n'a pas besoin d'essayer de nous voler de l'énergie, puisqu'on lui en donne. Hein, c'est un peu ce qui s'est passé avec Marcus, hein, bon, par exemple. Mmh mh. Le 2e point, c'est l'accompagnement dans la gestion de l'émotion, faire en sorte de faire prendre conscience à la personne de l'impact que l'expression de son émotion a sur les autres, et l'impact pernicieux, quand on est en survie, d'une expression inappropriée de l'émotion, Mmh. et comment, en fait, qu'est-ce qui l'amène à exprimer son émotion, ou qu'est-ce qui l'amène à éprouver cette émotion, et ensuite de bien l'exprimer. Ça, c'est un deuxième chapitre. Troisième chapitre, il faut avoir conscience d'une chose, c'est que les gens en survie perdent leur talent et perdent leurs compétences. Et en fait, dans l'accompagnement que l'on va avoir pour les faire passer de la survie à la croissance, en fait, c'est un accompagnement qui vise aussi à leur faire récupérer les compétences qu'ils ont perdues en survie. Donc, il y a souvent un aspect pédagogique là-dedans, qui fait que les gens vont récupérer le savoir-faire de compétences qu'ils ont, les capacités relationnelles qu'ils ont, les capacités de gérer les situations qu'ils ont, et qu'ils perdent quand on est en survie. Quand on est en survie, on est tous nuls. C'est simple.
On n'est plus capable de s'adapter, on fait faux dans l'adaptation relationnelle et tout ça. On n'est plus qu'à se protéger en fait, comme des gens démunis. Et donc, ça mène à rien. Mais on est tous en survie de temps à autre. C'est ça qui est extraordinaire. Et donc, bon, c'est par les trois grandes génériques, mais évidemment, après, on passe des Mmh. formations entières à Bien travailler sûr. concrètement les outils. Et les méthodes, c'est donner de l'énergie, gérer l'émotion, faire de la pédagogie par rapport aux compétences perdues. C'est Mmh. les trois choses. Alors, il y a d'autres questions. Là, je vois, là, dans un, dans, bon, où puiser cette ressource nécessaire. En fait, vous savez, je ne crois pas qu'on manque d'énergie de temps à autre. Très souvent, on a l'impression de manquer d'énergie. C'est qu'on manque la motivation à mobiliser de l'énergie. C'est complètement différent. Et quelquefois, on est dans une situation où on se sent complètement démuni, épuisé et tout ça, et donc très vulnérable. Le travail qui est à faire, c'est le travail de mobilisation de notre énergie. Et bon, et c'est ça qui fait, en fait, c'est ça qu'on apprend dans la vie normalement. C'est-à-dire que, vous savez, le stress a des effets positifs de temps à autre, on le sait tous. C'est-à-dire que ça met la barre d'exigence à un certain niveau et on mobilise de l'énergie pour être à ce niveau-là, des ambitions supérieures, des objectifs plus difficiles, etc. Gérer des équipes plus étendues et tout, ça donne du stress, mais le stress aussi stimule la mobilisation de ressources. C'est ce qu'il faut utiliser, en fait, utiliser le stress dans ses bonnes dimensions, c'est-à-dire la mobilisation de nos ressources et que nos ressources nous donnent à la fois la capacité à gérer des situations, mais à donner de l'énergie aux gens qui en ont besoin en face de nous, c'est-à-dire ceux qui nous causent le plus de problèmes, ceux qui sont dans la communication, avec qui la communication est difficile, et leur donner de l'énergie pour qu'ils viennent en croissance et que la communication devienne beaucoup plus facile. Donc, c'est une décision hein, de mobiliser son énergie. C'est une C'est un peu de décision. l'altruisme aussi, non, quand même? Mobiliser son énergie Alors, pour la donner bon, aux si on autres. part vers la philosophie, bon, souvent j'ai un peu de réticence à dire ma philosophie parce que, comme si je donnais des leçons de philosophie aux gens, c'est bien sûr que la base de la qualité relationnelle, c'est la générosité. Puisqu'on va donner de l'énergie avant d'en recevoir. Et donner de l'énergie, c'est rien. C'est rien, c'est quotidien, c'est permanent. Le premier acte où on donne de l'énergie, on va se montrer généreux, on va se montrer altruiste, c'est écouter l'autre, mais écouter l'autre comme une personne, essayer de comprendre l'autre. L'empathie, qui est la base de la communication, on le sait tous, hein, personne n'a attendu comme profile pour savoir que l'empathie était la base de tout. Eh bien, cette empathie, c'est quoi? C'est un cadeau qu'on fait aux autres. Ou c'est des cadeaux que les autres nous font. Donc, en nous écoutant, les gens nous donnent de l'énergie. Nous donnons de l'énergie en écoutant les gens. Et puis après, si on s'adapte, qu'on montre qu'on a compris, on montre qu'on tient compte de tout ce qu'on a compris dans la relation, à ce moment-là, ça fait comme une boule de neige qui justement soutient la motivation, soutient le bien-être, soutient l'efficacité du travail qu'on fait ensemble. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres points auxquels je pourrais, parce que le temps passe, non? Oui, Je ne sais oui, pas oui, si les là, gens. on a bientôt fini. Là, il nous reste 2 minutes. Il y avait une personne qui disait: «Comment continuer à donner de l'énergie si en face, beh, l'autre ne donne rien?» Oui. Je crois que c'est Alors, une question que j'ai vu passer tout à non, c'est l'heure, une question très importante. Soit quelquefois, Oui, on décide de ne pas oui. donner d'énergie à certaines personnes. Hein, c'est pas interdit par la loi. Hein. Donc ni par l'idéologie, serait-ce celle de Comprofiles. Hein. Donc, on peut décider de ne pas donner d'énergie à certaines personnes. Il faut voir au-delà de ça. Il faut voir que l'essentiel de l'énergie, c'est de l'énergie qu'on échange avec les gens. Mais il y a bien des situations où, en fait, cet échange ne s'opère pas comme on l'espérerait, mais on sait qu'on est en train de faire quelque chose qui va dans le bon sens. C'est-à-dire qu'on donne de l'énergie et c'est pas pour rien qu'on donne de l'énergie à l'autre. Et on est capable, nous-mêmes, de générer de l'énergie pour nous-mêmes. C'est-à-dire Mmh. en ayant le sentiment qu'on fait ce qui est approprié, qu'on fait ce qu'on doit à l'autre, qu'on accomplit notre devoir d'une certaine manière relationnelle, qu'on est en train de participer à justement à plus de bien-être pour l'autre,
à créer du bien-être, de la motivation pour l'autre, en fait, on se donne de l'énergie. Il y a bien des situations, pensez à la manière dont que nous avons tous d'accompagner nos parents quand ils deviennent très vieux, qu'ils ont. Bien sûr que on donne de l'énergie et puis on se contente de peu de choses en retour. Un Mmh. sourire, quelquefois même des personnes à certains moments, parce qu'ils eux-mêmes sont vraiment épuisés par la vie, n'ont même plus, je veux dire, un sourire à donner, mais on sait qu'on est en train de faire ce que on est en train de donner, ce qu'on doit à l'autre qui nous a donné ça au centuple dans notre vie. Donc, l'énergie, c'est quelque chose s'échange, qui augmente de manière extraordinaire dans la relation, mais c'est quelque chose que l'on crée nous-mêmes pour nous-mêmes et pour Il y a ensuite aussi le l'utiliser. plaisir de donner à l'autre, en fait. Bien sûr, le plaisir de donner à l'autre. L'altruisme est la base de la réussite sociale, Mmh. de toute société. Le don, le contre-don, tout ça, les sociologues ont très bien analysé ça. Les psychologues savent très bien aussi qu'à un niveau individuel, la base de la qualité de la relation, c'est de Mmh. donner. Bien sûr. Ce qui ne veut pas d'être un bisounours, hein. C'est pas ça, hein. Il ne faut pas faire la confusion. Mais c'est de l'énergie. Voilà. Alors, je ne sais pas, Nadège, Non, là, nous tu es arrivons au terme. On a déjà dépassé les 45 minutes. On s'en excuse. Alors, on n'a pas dépassé de beaucoup, mais c'était très intéressant. Et puis, on trouvait que c'était bien aussi de pouvoir répondre à vos questions en direct. Pour les personnes qui auraient d'autres questions, qui voudraient approfondir, qui souhaiteraient échanger avec nous par rapport peut-être aux illustrations que l'on a apportées, par rapport aux formations en agilité comportementale et leadership que donne Robert. On a des sessions en mars et en avril sur Marseille, à l'école centrale Marseille, par exemple. Je vous invite à prendre rendez-vous, donc sur la ligne prendre rendez-vous qui est en vert en haut de votre écran. Vous cliquez sur cliquez ici et ça va vous donner accès directement à l'agenda de Robert téléphonique. Alors là, on et a c'est ça, ouvert les lundis. moi, j'ai des rendez-vous téléphoniques, Tout je veux à dire, fait. gracieux évidemment, qui ne coûtent rien Oui, à personne et tout à qui, fait. je veux dire que je fais de manière très régulière et avec plaisir, hein, donc Bien sûr. n'hésitez En, pas. en amont de cette conférence, on avait déjà eu au téléphone, moi notamment, pas mal de personnes avec qui nous avions échangé. Nous les rappellerons à la suite de cette conférence. Mais n'hésitez pas à nous solliciter pour des rendez-vous, pour échanger sur les sujets qui vous posent problème, qui vous intéressent, sur lesquels vous souhaitez évoluer ou avoir de plus amples informations. Je vois, Nadège, dans ce qui est Oui, apparu, il y a des points auxquels je n'ai pas répondu, donc appelez-moi et puis on verra comment on peut oui. discuter, aller plus loin. Oui. Mm, 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 mm. Donc, on vous remercie pour votre participation. Robert, je te remercie de nous transmettre ton savoir depuis des années. C'est fort appréciable et enrichissant. Je pense, vu les commentaires, que c'est partagé. On a la date pour notre prochaine conférence. Elle sera annoncée sur notre page LinkedIn. Je vous invite à suivre la page LinkedIn de Robert et de vous inscrire à notre newsletter. Vous avez des articles chaque mois ainsi que l'annonce de nos conférences pour pouvoir vous y inscrire en avance. Voilà. Mais je vous remercie. Merci pour vos retours, pour votre intérêt. On vous dit à très bientôt. Robert, à bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir. Merci à tous.